Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 16 décembre, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres, les impacts et les conséquences du changement climatique, des problématiques au cœur d'une conférence de l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines. Chercheurs et spécialistes ont débattu sur ces sujets jeudi soir. Révolution sur les campus, la FAGE double l'UNEF et devient le premier représentant syndical au sein des Crous. Pour commenter ce bouleversement, Sabrina Cherki, élue au Crous de Versailles, est notre invitée fil rouge. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le lancement de Ski Invest, une nouvelle plateforme de financement participatif dédiée aux entrepreneurs du territoire et les avancées significatives autour du projet de l'enfouissement partiel de la Nationale 10 à Trappes. Mais je vous le disais donc, on débute cet hebdo politique, cet hebdo plutôt hebdomadaire avec une conférence organisée hier soir à l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines autour du changement climatique. Chercheurs et spécialistes s'étaient réunis pour exposer quelques-unes des conséquences et des solutions dues au réchauffement. Les précisions avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. En décembre 2015, 195 États s'engagent à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, un seuil qui entraînerait des conséquences graves, mais la planète en est déjà touchée. Le changement climatique, il est en route. La vigne est déjà alertée depuis très longtemps. Le maïs, on le sème de plus en plus tôt et on a gagné 1 mois de date de semis au cours des 30 dernières années. Donc, dans le monde agricole, il y a déjà, les agriculteurs se ferment les yeux, mais ça existe déjà. Hier soir, une conférence sur le sujet s'est tenue à l'OVSQ, l'Observatoire Versailles Saint-Quentin. Une première étape pour comprendre avant tout le changement climatique, connaître les impacts de nos comportements et comment s'adapter. Je crois qu'il est important justement de ne pas être anxiogène. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tout un chacun se mette en mouvement, mais l'anxiété n'a jamais permis de mettre en mouvement. Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a certes un problème, mais que c'est un problème pour lequel on a des solutions, pour lesquelles ces solutions ne sont pas nécessairement coûteuses et on doit essayer aussi de rechercher des solutions qui ne sont pas trop coûteuses, des solutions qui amènent d'autres bénéfices. Du particulier à la collectivité territoriale, tout le monde est concerné pour que la planète commence à guérir. Et le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique sont des thèmes au cœur de l'actualité avec la circulation alternée mise en place vendredi et samedi à Paris et en proche banlieue. Pour tenter d'y répondre d'ailleurs, la voiture électrique semble être devenue une solution prisée par les villes et les habitants. Or, dans les Yvelines, certaines communes font désormais marche arrière. La ville de Bois d'Arcy, par exemple, a décidé de suspendre son projet d'installation de bornes Autolib. Selon des informations du journal Toutes les Nouvelles, certaines villes s'inquiéteraient de l'endettement du syndicat Autolib. Ainsi, la ville de Versailles aurait décidé de ce côté de ne plus installer pour le moment de nouvelles bornes. On change complètement de sujet à présent avec une mini-révolution dans le monde universitaire. Depuis fin novembre, l'UNEF n'est plus le premier syndicat étudiant de France. C'est désormais la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Le syndicat a remporté plus de voix lors des élections des élus étudiants au sein des Crous. Sabrina Cherki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la FAGE, nouvelle élue au sein du Crous de Versailles. J'ai évoqué une mini-révolution en introduction. Est-ce que c'est exagéré comme terme ou c'est vraiment une mini-révolution dans le monde étudiant? Alors oui, dans le sens où au niveau national, la FAGE a gagné énormément de sièges au niveau des conseils d'administration du Crous. Et même dans les territoires bastions de l'UNEF, on a réussi à gagner des voix et donc des sièges. Alors, donc il y a vraiment un changement. Ouais, sur 196 élus, vous avez remporté 76 sièges et l'UNEF 66. Pour les étudiants qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que ça change concrètement, la FAGE à la place de l'UNEF? Ça change que la FAGE est apartisane et qu'on va surtout insister sur le côté associatif. Le lien entre association et étudiants est très fort comparativement au Crous et le lien étudiant, qui est, pour l'instant, le lien est altéré.
Donc ça veut dire que notre dynamique, notre objectif, c'est de renforcer le lien entre Crous et étudiants, parce que l'objectif, c'est d'améliorer la vie des étudiants. Alors, expliquez-nous quel est votre rôle au sein des universités, des campus. Quel est votre pouvoir de décision, d'intervention au sein du Crous? On peut intervenir sur plusieurs types de décisions, notamment par exemple sur les restaurants universitaires, les cafétérias, parce qu'il y a des problèmes notamment à l'UVSQ à ce sujet-là. On peut intervenir. Quels sont les aussi, problèmes à l'UVSQ, juste par curiosité, par exemple? Dans certains UT, il y a des restaurants U qui menacent de fermer ou de changer de mode de fonctionnement. Ça pourrait entraîner des suppressions de postes, de la perte de qualité des repas. Donc on voudrait éviter cela et justement soutenir justement cette action. Alors, vous intervenez dans le monde de la restauration, enfin pour la restauration, aussi les bourses, les logements? Tout à fait. Il y a vraiment un problème au niveau des logements, de la répartition des logements, et au niveau des retards de bourse qu'on voudrait absolument remédier. Oui, j'ai vu dans votre profession de foi du syndicat, 0 retard dans les bourses. C'est l'objectif. C'est réalisable C'est réalisable en insistant, en étant motivé et en lâchant rien, tout simplement. En parlant de bourse, quand on va sur votre site internet, l'une de vos propositions, c'est aussi l'aide globale d'indépendance. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est l'aide globale d'indépendance? Vous voulez réformer complètement le système des bourses et d'aide au logement? Actuellement, la bourse fonctionne par un système d'échelons. Donc, c'est-à-dire que d'après les revenus de l'année dernière, donc sur la déclaration d'imposition, on est attribué un échelon qui est une fourchette de revenus. Et donc après, on est attribué une bourse mensuellement. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'aide globale d'indépendance, c'est pour justement adapter la demande et la bourse. Vraiment avoir une bourse plus adaptée par rapport aux besoins des étudiants. Et justement, les gens qui sont entre deux échelons, c'est-à-dire qu'ils peuvent retomber d'un échelon pour une somme au niveau annuel de revenus très, très faible. Du coup, ils perdent un montant de bourse beaucoup plus important et ça peut avoir des répercussions sur leur vie quotidienne. Ça permettrait de lisser, d'harmoniser le tout? Tout à fait. On appelle ça une linéarisation des bourses. Vos idées, par exemple, sur les bourses, les idées qu'on vient d'évoquer, est-ce que c'est des idées qui prennent forme auprès des décideurs aussi, des autres décideurs de l'université, auprès du monde politique? Oui. Tout à fait. C'est des projets qui pourraient aboutir à très long terme, à moyen terme? Exactement, il faut entreprendre des discussions avec les différents acteurs, mais ça pourrait être très prometteur. Vous parliez des restaurants universitaires pour le VSQ. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont spécifiques au Crous de Versailles, celui où vous siégez? Est-ce que vous êtes attentif à certains sujets plus que d'autres ici? Alors, on peut comparer le Crous de Versailles au Crous de Paris, qui est un peu plus en avance, par exemple, au niveau des versements de bourse, qui sont assez problématiques, au niveau des rénovations des résidences qui doivent être modernisées, avec par exemple des espaces de travail beaucoup plus adaptés, avec du Wi-Fi, des imprimantes, enfin un vrai équipement. Et donc ces installations devront être faites le plus rapidement possible pour améliorer la vie des étudiants. Ce qui n'est pas le cas à Paris. À Paris, il y a différentes problématiques, mais à Versailles, c'est vraiment ça. À Versailles, on est une grande académie avec beaucoup d'étudiants. Donc ça peut peser, en effet. Vous nous disiez tout à l'heure la FAGE apolitique, contrairement à l'UNEF, qui était très engagée, par exemple, contre la loi travail. On est tout de même dans une année électorale, vous n'allez pas y échapper. Est-ce que vous allez quand même vous engager dans cette campagne et de quelle manière? Alors le but, c'est de dialoguer avec tous les partis politiques pour voir leur opinion sur la vie étudiante et leurs mesures dans leur programme, mais ne pas faire de ségrégation au niveau des opinions politiques. D'accord, et vous serez attentif ou vous verrez finalement quel candidat ou quel parti est le plus attentif à vos revendications et potentiellement vous pourrez le soutenir puisque l'ancien président de la FAGE, par exemple, Alexandre Leroy, lui est engagé auprès de Manuel Valls, donc au sein du Parti socialiste. Oui. Est-ce que ça veut dire que la FAGE a quand même une tendance un peu à gauche? Pas forcément. Pas forcément. En fait, la FAGE étudie vraiment tous les objectifs de tous les partis politiques dans le but de savoir qu'est-ce qui est bien pour les étudiants ou non. Peu importe le parti, l'objectif c'est est-ce que cette mesure que le candidat présente est bénéfique pour les étudiants? Ou au contraire, est-ce que ça peut présenter un vrai risque de perte de qualité de vie étudiante? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos revendications, vos besoins à vous sont au cœur du début de campagne présidentielle ou alors on zappe complètement les attentes des étudiants pour le moment? Non, tout à fait, c'est primordial. La vie étudiante, la question de la vie étudiante, c'est tout à fait primordial. Mais vous estimez que les candidats, eux, prennent ça en compte pour l'instant? Oui, pour l'instant, oui. Avec différentes opinions, différentes nuances, c'est subjectif. Mais tout à fait, la question de la vie étudiante, je pense que c'est un point clé de cette campagne. S'il y avait un chantier à retenir pour la vie étudiante de demain, ça serait lequel? Ça serait le logement, ça serait les bourses, selon vous?
S'il y a un Selon dossier sur moi- lequel il faut absolument avancer rapidement. Selon moi, c'est une combinaison des trois, parce que bourse, logement et restauration sont liés, de toute façon. Si souvent, ceux qui habitent en résidence universitaire bénéficient de la bourse pour pouvoir payer leur loyer et bénéficient de la bourse pour justement manger à midi à leur université. Donc tout est lié. On ne peut pas écarter un sujet, voilà, et dissocier un sujet de l'autre. Merci Sabrina Cherki pour toutes ces Merci précisions. à vous. Et puis du coup, bonne chance pour votre nouveau mandat et puis pour votre année universitaire également. Merci. Dans l'actualité locale, cette semaine, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a lancé officiellement sa plateforme de financement participatif Sky2Invest. Cet outil doit permettre aux entrepreneurs du territoire de trouver plus facilement de nouveaux financements. Reportage d'Osman Vanderde. Lancement de SkyInvest mercredi 14 décembre, la plateforme de financement participatif a pour but d'aider les entreprises à se développer plus rapidement. Pour mettre en place cette plateforme, l'agglomération a collaboré avec Kiosk2Invest, une société de financement. Je crois que le financement est le maître mot de l'entreprise et que SkyInvest qui se marie avec Kiosk2Invest, c'est une belle perspective pour les entreprises. Aujourd'hui, que chacun sait qu'il y a de grands besoins, l'investissement, le sens de l'entreprise sont des choses qui se développent de plus en plus. Et parallèlement, il y a beaucoup d'épargne dans notre pays. Et cette épargne, vous pourrez l'utiliser pour contribuer au développement d'une entreprise grâce à la plateforme SkyInvest. Et le choix des entreprises sera rigoureux. Le dossier sera présenté à un comité d'audit et on fera ce qu'on appelle des due diligence dans le jargon, c'est-à-dire qu'on va regarder si ce qui est expliqué est vrai, si les perspectives sont réalistes. Non, il faudra quand même sérieusement présenter patte blanche avant de pouvoir être financé. Contrairement à d'autres sites de financement participatif tels que KissKissBankBank, le SkyInvest n'a vocation qu'à financer les entreprises. Favoriser l'innovation et les rencontres entre les différents acteurs du monde économique. C'était l'objectif de la soirée Happy Innov, organisée mardi 13 décembre à Versailles par le réseau Open Innov de la Chambre de commerce et de l'industrie du département. Pour cette soirée dédiée à l'économie circulaire, 5 startups présentaient leurs projets devant plus d'une centaine de personnes. Reportage. 20 candidats et seulement 5 finalistes. Les startups franciliennes présentent ce mardi 13 décembre au café-théâtre de la Royal Factory avec quelques minutes seulement pour présenter plusieurs années de travail. Parmi les concurrents du soir, Squeeze, une entreprise yvelinoise qui conçoit et commercialise une gourde réutilisable pour la famille. On souhaitait quand même, arriver à une solution beaucoup plus responsable, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui aussi avait un coût beaucoup plus limité parce que mine de rien, le budget gourde à usage unique est quand même très élevé lorsqu'on a pas mal d'enfants. Pour écouter et départager les orateurs innovants, plus d'une centaine de potentiels investisseurs et décideurs économiques étaient présents dans la salle versaillaise. Il faut que les gens se rencontrent, se révèlent. Et Open Innov est un véritable révélateur d'un côté, c'est-à-dire qu'on met en avant, on met en lumière des compétences et des talents sur le territoire, dont des startups innovantes. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi connecter les gens. Et on se présente avec Open Innov comme un connecteur de compétences. Prix du jury de cette soirée dédiée à l'économie circulaire, la boîte à champignons, une entreprise basée dans les Yvelines qui permet grâce à un simple processus écologique de produire soi-même ses champignons. C'est une reconnaissance, c'est un encouragement à continuer, c'est un encouragement à avancer toujours dans le même sens et à être fidèle à ce qu'on a pensé au début, à ne pas pervertir le projet, à ne pas le transvestir pour le faire baisser le niveau. On doit continuer à avoir ce niveau d'exigence et un prix comme celui-là nous encourage dans ce sens-là. Également lauréat du prix public, Phoenix propose une gestion éco-responsable des invendus des entreprises. C'est un projet qui va fêter bientôt ses 20 ans. L'enfouissement de la Nationale 10 à Trabes semble enfin devenir réalité. L'ensemble des acteurs du dossier, État, région, département, agglomération et ville ont signé jeudi l'accord de financement. Les travaux pourraient débuter en 2018. Les précisions avec Anne-Laure Langui notamment.
Ces images vont-elles bientôt appartenir au passé? Avec 80 000 véhicules qui l'empruntent tous les jours, la Nationale 10 est un enjeu structurant depuis une vingtaine d'années pour la ville de Trappes. Ce mercredi 14 décembre, les collectivités ont enfin signé le protocole d'accord pour l'enfouissement partiel de l'axe sur près de 800 mètres. Un projet de 95 millions d'euros, dont 28 à la charge de la région Île-de-France. Cette saignée urbaine au milieu de Trappes, les trappistes ne la méritaient pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait réparer cette cicatrice, qu'il fallait suturer ce territoire et permettre à la ville de Trappes de redevenir une ville, j'allais dire, où il fait bon vivre et où les deux morceaux de la ville sont recollés. Les travaux de l'enfouissement partiel de la Nationale 10 devraient débuter en 2018. La couverture de l'axe et la modification de 2 carrefours permettront de redessiner en profondeur la commune. On a là de l'espace pour faire du paysage, pour faire des choses qui soient de vraies entrées de ville. Et donc, quand on rentre dans Trappes, on rentre dans une ville qui a une allure, qui a un paysage. C'est, à mes yeux, très important. Si le calendrier des travaux est tenu, l'aménagement total de la Nationale 10 sera bouclé en 2021, soit 23 ans après les premières études consacrées au projet. En politique, cette semaine avait lieu le dernier conseil communautaire de l'année. Près d'une soixantaine de points étaient à l'ordre du jour, et notamment celui concernant l'intérêt communautaire. Cet intérêt doit permettre de définir précisément les compétences de l'agglomération élargie, un acte fondateur pour le nouveau Saint-Quentin. Or, les élus de l'opposition n'ont pas voté en faveur de la proposition émise par la droite. Ils ont évoqué des inquiétudes concernant la mainmise de l'agglomération sur certains sujets comme l'aménagement urbain. Écoutez à ce propos Bertrand Houillon, le maire PS de Magny-les-Hameaux. Il faut qu'on continue de discuter, qu'on rapproche les choses. Maintenant, voilà, il a été choisi de faire un vote. Tout à l'heure, j'ai proposé au président de reporter la délibération, tout simplement. Ce n'est pas un aveu d'échec de reporter une délibération, c'est justement de sortir par le haut et puis de pouvoir derrière continuer et finaliser. On peut très bien se laisser encore 2-3 mois. Et à ce propos, les 75 élus de l'agglomération ont jusqu'en décembre 2017 pour trouver un accord sur cette question des intérêts communautaires. La politique, évidemment, c'est aussi les prochaines élections présidentielles et législatives. À droite, l'heure est au rassemblement derrière le candidat élu François Fillon. C'est le message que souhaitaient faire passer les élus Les Républicains de la 11e circonscription mardi 13 décembre autour de leur candidat désigné pour les législatives, Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt. Ils étaient une cinquantaine de militants, sympathisants, prêts à se lancer dans la bataille. Wilfried Ricci et Patrick Jacques de Dixmude. Officiellement, ce n'était pas encore un meeting de lancement de campagne pour Jean-Michel Fourgousse. Pourtant, la nécessité d'arpenter la 11e circonscription pour porter la parole de leur candidat aux législatives a été largement abordée ce mardi soir devant les militants Les Républicains présents. Battu en 2012 par Benoît Hamon, le maire d'Elancourt entend récupérer son mandat de député en juin. L'issue du scrutin n'est pas encore écrite. Prérequis indispensable à une victoire, l'élection en mai de François Fillon à la présidentielle. Fillon a été le Premier ministre d'une période difficile, où la France, le monde, a traversé une crise mondiale très grave. Il a été bon, donc indiscutablement, il a de l'expérience. Bon, il a été élu largement, en plus, quelquefois la surprise, il faut bien le dire. Aujourd'hui, militants et sympathisants sont invités à porter le projet de François Fillon et à mettre fin aux polémiques naissantes, notamment autour de la santé. Il faut simplement oser mettre ça sur la table sans tabou. On est là pour améliorer les choses, pour que les Français aient un système de protection sociale qui soit performant, qui soit bien sûr qui concerne tout le monde et en même temps qui soit financé. Le lancement officiel de la campagne des législatives côté républicain devrait intervenir fin janvier. Dans la 11e, on espère bien mettre l'accent sur l'emploi. Ça, dans les quartiers, on sent que c'est une vraie attente. On a beaucoup d'énergie, des jeunes notamment qui veulent s'investir, qui veulent créer, qui veulent innover, qui sentent que l'économie est totalement verrouillée. Sur les 7 communes de la 11e circonscription, 5 sont actuellement dirigées par la droite, mais la gauche peut envisager résister avec la commune de Trappes, où siège d'ailleurs un certain Benoît Hamon. Le centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Saint-Cyr-l'École a inauguré cette semaine un nouveau pôle de psychiatrie infanto-juvénile. Sur les 3 structures de ce pôle, 2 sont dédiées aux enfants atteints de troubles de développement. Les détails avec Camille Lambert.
8000 enfants autistes naissent chaque année en France. Ici, au centre hospitalier Charcot de Saint-Cyr-l'École, la prise en charge de ces enfants va être améliorée. Lundi 12 décembre, le centre a inauguré son nouveau pôle de psychiatrie infanto-juvénile. Ce qui était important, c'est ce que les Québécois appellent le virage ambulatoire, c'est-à-dire au lieu d'hospitaliser les mères ou les enfants 24-24, on les prend en charge soit en hôpital de jour, soit en visite à domicile, soit par des consultations. Donc c'est une prise en charge plus légère et ça permet aussi de prendre en charge plus de personnes. Parmi les 3 nouvelles unités, l'hôpital de jour United et le jardin d'enfants thérapeutique. Toutes 2 sont consacrées aux enfants souffrant de troubles du développement. Une 40aine seront accueillis. La 3e, l'unité parents-bébés, est dédiée aux difficultés qui suivent l'accouchement. Ça peut être un conflit de couple, ça peut être une mère célibataire, ça peut être une maman qui est porteuse d'une maladie, un enfant qui lui-même est porteur d'une maladie. Donc ça va de, j'ai envie de dire, de la simple guidance parentale à de vraies consultations psychologiques, pédopsychiatriques, voire un accompagnement médical sur des pathologies particulières. La dépression postpartum toucherait 10 à 20% des femmes. Elles pourront donc trouver un soutien psychiatrique à la place de l'ancienne maternologie de l'établissement. Au total, l'hôpital a investi 230 000 € pour les 3 unités. Un mot du Vendée Globe dans l'actualité avec un coup de projecteur sur le skipper Louis Burton, originaire de Rambouillet. Alors que le navigateur est actuellement dans l'océan Indien, sa famille garde le contact en envoyant des mails et en lui parlant par téléphone à proximité de la Tour Eiffel. Reportage de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. À 31 ans, le skipper Louis Burton vit actuellement son 2e Vendée Globe. Le Rambouillitain est dans l'océan Indien sur son IMOCA Bureau Vallée. Le navigateur affronte en ce moment le froid venu dans l'Antarctique et les baleines. Une baleine! Une baleine! Sans rire quoi! Aussi proche! Sacré Vendée Globe quand même hein. Ouh, je peux vous dire que... Un truc comme ça doit faire plusieurs tonnes. La baleine et le petit skipper qui se sent bien petit, bien petit. À un peu plus de 15 000 km de Louis Burton, sa femme, la navigatrice Servane Escoffier, vit la course entre les studios de télévision à Paris et sa maison à Saint-Malo en Bretagne. On la vit surtout intensément et sans coupure, jour et nuit, et on suit les moindres classements. On attend le moindre mail pour savoir s'il a d'autres problèmes ou si tout va bien. Et on sait que tout va bien et 1 heure après, tu peux avoir une grosse galère. Donc c'est vrai qu'on se réjouit de chaque 24 heures qui passent. Pour communiquer avec Louis Burton, sa femme l'a au téléphone 1 à 2 fois par semaine et lui envoie environ 5 mails par jour. Ça va aussi bien de raconter ce que font nos enfants que des parties techniques, et puis aussi essayer de le divertir, de le tenir informé de la vie à terre, des actualités. Louis Burton devrait être de retour dans un peu moins de 2 mois, sauf incident. Le skipper est actuellement 9e de cette 8e édition du Vendée Globe. Noël pour terminer cette émission et notamment les jouets de Noël. Si vous n'avez pas encore fait les cadeaux pour les plus petits, découvrez tout de suite les tendances de ce Noël 2016 avec Anne-Laure Langui. C'est des petits médaillons. Après, non, je vous la montre. Et ben voilà, c'est celle-ci. En plus, je la cherchais, c'est incroyable. Et ben voilà. Et voilà, une maman de plus qui craque pour la Yokai Watch. Tête d'affiche des listes de Noël 2016, cette montre n'a pas vraiment vocation à donner l'heure, mais coûte quand même 25 €. Heureusement, quand il faut faire plaisir, le Père Noël ne compte pas. Sans aucun doute, sous le sapin, vous allez avoir Yokai Watch. Donc c'est une montre dans laquelle vous allez pouvoir glisser des petits médaillons et l'enfant va pouvoir jouer avec. Au rayon des tout-petits, comptez un budget plus important pour cette boîte Pau Patrouille, des chiens aux allures de policiers qui devraient faire fureur auprès des 2-5 ans. Et ça vaut combien ? 59,99 €. C'est pas donné. Il faut faire plaisir. Autre jouet phare cette année, les faux animaux de compagnie. Profitez-en, ces peluches animées pourraient bien vous permettre de gagner du temps avant de devoir acheter un véritable compagnon à 4 pattes. Il suffit de passer devant ou de le bouger. Si vous le bougez, si vous le secouez un peu, il va se mettre à réagir et puis s'il est content à ronronner. Enfin, si aucune de ces propositions ne vous inspire, rassurez-vous, les grands classiques feront toujours l'affaire, foi de Père Noël. Je suis venue chercher une robe de princesse pour une petite fille qui va avoir 3 ans. Et elle voudrait le costume de réponse.
On a aussi une grosse tendance cette année avec les 20 ans, l'anniversaire des Pokémon, avec les jeux Pokémon Go et puis les jeux de cartes. En sortant, pensez à faire emballer les cadeaux auprès des associations, un geste gain de temps qui servira aussi une bonne cause. Conseil du Père Noël. C'est la fin de ce 7-8 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver en podcast sur tvfil78.com. Et puis un merci spécial à nos stagiaires de 3e, Salomé, Carla, Maureen, Laure. Merci pour leur travail toute cette semaine. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.